Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 7 février et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le temps, voici le thème qui sera développé cette année par les rencontres philosophiques. On vous fera découvrir la prochaine exposition à la Villa Paloma qui s'intitule Variations. La fameuse pâtisserie La Boule de Berlin fait son retour dans les commerces. Football, les enjeux de la prochaine rencontre de Ligue 1. Monaco se déplace demain à Amiens. Et enfin, votre invitée du week-end, la directrice du Théâtre des Muses, Antea Sonio. Amour, corps, violence, humain. Après tous ces thèmes, les rencontres philosophiques de Monaco proposent cette année des ateliers autour d'un sujet qui nous touche encore tous, le temps. Reportage de Sandrine Nègre. Irréversible et nostalgie, temps qui file, temps qui passe, passé qui ne passe pas. Après avoir été à l'honneur au cours des précédents ateliers, une question était posée ce 6 février au lycée technique et hôtelier de Monaco. D'où vient le temps? Pour nous éclairer, Nicolas de Warren et Avital Ronel. Je dirais qu'on peut commencer avec ce constat que toutes nos expériences sont des expériences dans le temps. Mais une chose qui est intéressante, c'est que quand nous faisons des expériences du monde dans le temps, rarement nous sommes conscients que notre conscience d'être dans le temps est aussi quelque chose qui est vécu. Ça veut dire que dans la manière dans laquelle nous faisons des expériences des choses, on s'oublie que nous-mêmes, nous sommes inscrits dans le temps. Donc c'est intéressant que le temps, c'est la manière dans laquelle nous sommes attachés au monde, on suit le fil du temps au monde, mais on se perd. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient que nous-mêmes, nous sommes aussi inscrits dans ce passage. Ça veut dire on ne pense pas à mourir, à le fait que notre naissance, donc il y a une sorte, on ne se souvient pas de la manière dans laquelle le temps est inscrit dans le mode d'être de notre existence. Il y a plusieurs modalités du temps et souvent on reste inconscient par rapport au temps. Il y a les temps vides, il y a ce que Heidegger a appelé la temporalité extatique. Il y a des rapports différents au temps. Un grand philosophe comme Nietzsche s'était demandé si c'était possible d'affirmer le temps et de ne pas se trouver déchiré devant le temps, qu'on perd tout le temps. Présente également donc Avital Ronel, membre d'honneur des rencontres philosophiques de Monaco, qui sera d'ailleurs jusqu'au mois de juillet en résidence de philosophie ici en Principauté, une grande première. D'une part, c'est vraiment un rêve pour moi parce que c'est très beau. Il y a les rencontres philosophiques et les investissements de la princesse Caroline et Charlotte et la présidente des rencontres philosophiques. Donc, il y a beaucoup je suis très investie et dans le côté institutionnel de cette invitation, c'est-à-dire je m'intéresse à voir comment la philosophie peut se répandre. Et j'ai envie de faire des visites dans des lieux inattendus peut-être. Prochain atelier le mois prochain, le 12 mars, au Théâtre des Variétés. Il sera toujours question du temps à travers le prisme, cette fois-ci de l'urgence. Une nouvelle exposition à découvrir à la Villa Paloma. Variations met en scène les décors lumineux d'Eugène Frey, présenté par Joao Gusmao. Reportage de Christine Latomel et Olivier Bonello. Deux visions pour une même exposition, car si Variations rend hommage à l'œuvre de l'artiste Eugène Frey, célèbre au début du siècle dernier pour avoir inventé la technique scénographique des décors lumineux à transformation, il met aussi en lumière le travail de l'artiste Joao Maria Gusmao. Invité par le NMNM, ce dernier réinterprète les décors lumineux de Frey grâce à une installation scénographiée de lanternes magiques, offrant ainsi aux visiteurs une expérience de micro-cinéma en lumière continue, combinant différentes techniques d'animation. Cette exposition est consacrée à Eugène Frey, qui était un artiste peintre né au XIXe siècle, qui a travaillé au début de sa carrière dans des théâtres d'ombre, à Paris notamment, et qui a développé autour de 1900 une technique unique au monde de projection de décors lumineux, des décors à transformation,
qu'il allait pouvoir développer sur scène, et notamment à l'Opéra de Monte-Carlo pendant le premier quart du XXe siècle. Nous avons convié un artiste, João Maria Guzmão, qui vit et travaille à Lisbonne, qui travaille depuis près de 20 ans sur les projections et sur les médias analogiques, c'est-à-dire le film pellicule. Il a fait beaucoup de pièces en 16 mm. Et depuis 2 ans, il développe un intérêt particulier pour les lanternes magiques, les projections de lanternes magiques. Et en croisant ce nouveau travail chez lui et le fonds qui existait de Jeanne Frey, nous lui avons fait une invitation à produire de nouvelles pièces et à produire une scénographie pour l'exposition. Donc c'est une sorte de réappropriation des techniques originales de Jeanne Frey qui participent vraiment de la visite. Variation présente pour la première fois plus de 300 œuvres du peintre Eugène Frey, des œuvres présentées par João Maria Guzmão, visibles jusqu'au 20 mai à la Villa Paloma. Elle a un succès fou depuis des années, elle a séduit de nombreuses générations. La fameuse boule de Berlin avait disparu de nos commerces. Cette pâtisserie fait son grand retour. Christine Datomel. Elle est emblématique dans le monde de la pâtisserie et elle reste gravée dans le cœur de tous les enfants des années 70. Icône culinaire, la boule de Berlin est née en 1756 lorsqu'un Berlinois voulant entrer en tant que canonnier dans l'armée prusse change d'avis et devient pâtissier. Afin de satisfaire son rêve premier, le soldat pâtissier a l'idée de réaliser des pâtisseries en forme de boules de canon. Les boules de Berlin étaient nées. Fourrés à la crème pâtissière ou à la compote de pommes, ces beignets recouverts de sucre glace étaient présents il y a une trentaine d'années dans toutes les vitrines des boulangeries en principauté, à la grande joie des enfants, mais aussi des plus grands. Se faisant de plus en plus rare au fil du temps, la boule de Berlin a disparu sur la pointe des pieds, laissant de nombreux gourmands déconfits. La boule de Berlin, en fait, c'était pour les enfants à l'époque, à la sortie des écoles. Tout le monde venait prendre la fameuse boule de Berlin, en anglais la Berliner Pfundklaffen. Et donc voilà, sur la pression de certains amis sur Facebook, on a fait un petit sondage en fait pour les personnes voulant avoir la boule de Berlin. Et donc voilà, avec mon ami Christophe Giordano, que je connais depuis bientôt 50 ans. Donc il a été un peu l'instigateur de ce retour de la boule de Berlin faite maison, parce que malheureusement il y a beaucoup de boules de Berlin aujourd'hui qui sont faites industriellement. Et grâce à eux, ou à cause d'eux, j'en sais rien, on a remis ça au goût du jour et on va dire que globalement les gens sont très satisfaits. Mais moi la boule de Berlin au départ c'est vrai que c'est à l'école de la rue de la Turbie, quand j'allais en maternelle, je la mangeais en passant devant. Et ça m'a manqué tellement que je l'ai embêté tout le temps. C'est un vrai péché de gourmandise par contre. Et j'ai embêté Franck pendant très longtemps pour qu'il la refasse. Et il a craqué. Et alors, est-ce que les réseaux également l'ont aidé à craquer ? Ouais, complètement en fait. C'est une amie, Pascal Bruno, qui un jour, elle aussi gourmande, a voulu passer à la vitesse supérieure. Elle a demandé crème ou compote et tout le monde a commencé sur le sondage. Il y a eu 80 personnes qui ont répondu et Franck n'a pas pu reculer. Quand elle était petit, on était à l'école ensemble. On allait au lycée Albert Ier et chaque fois il habitait dans le quartier. Et donc c'était de coutume de s'arrêter ici aussi pour acheter cette fameuse boule de Berlin. Retrouvez donc tous les lundis, mercredis et vendredis les célèbres boules de Berlin de votre enfance à la boulangerie L'Épidore. Et pour ceux qui hésiteraient à se faire plaisir, rappelez-vous, une boule de Berlin artisanale est bien meilleure qu'un biscuit industriel. Et voilà, c'est prêt à déguster. Football à présent, l'AS Monaco jouera demain à Amiens, match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Les enjeux de la rencontre, c'est avec Frédéric de Beuvert. Suite et fin du marathon pour l'AS Monaco qui jouera son 4e match en 2 semaines samedi face à Amiens. Après les 3 points glanés non sans mal face à Angers mardi soir, le club de la Principauté compte bien lancer une série pour se rapprocher des Coupes d'Europe. À ce moment, pour moi, je suis très fier de voir tous les joueurs pour défendre. Quand je suis arrivé, vous m'avez demandé si la défense a été un problème pour Monaco. Oui, prendre à but, c'est un problème. On a travaillé pour ça, pour moi, voir tous les joueurs, Wissam Ben Yedder, Jovetic, tous les attaquants, aider les autres joueurs pour défendre un résultat. Et tous les joueurs
ensemble pour faire une chose qui non est habituelle à Monaco. Pour moi, c'est une question d'humilité, d'avoir l'humilité pour travailler pour l'équipe en un moment difficile où on a besoin d'une victoire. Alors, je suis très fier de mes joueurs. Aucune nouvelle blessure à signaler pour le groupe monégasque. Seul Chimwe Bakayoko suspendu 3 matchs et Gelson Martins suspendu à titre conservatoire jusqu'au jugement de la commission de discipline ne feront pas partie du groupe. Pour moi, les camps non est facile. Il y a beaucoup de bonnes équipes, surtout parce que le niveau est à côté des autres. Il y a la différence que je peux voir à autre pays. Lyon hier a fait le nul, on a perdu contre Nîmes, Nîmes a gagné une autre fois. C'est difficile pour toi. Et ça veut dire que si tu as la capacité de gagner un des 3 matchs d'affilée, c'est facile à aller haut en classe. Mes joueurs sont très motivés parce qu'après perdre 3 matchs, on a gagné 1, on va remonter en classement, on doit gagner. Alors la motivation est avec mes joueurs. L'AS Monaco tentera de lancer une série de victoires tandis qu'Amiens voudra en arrêter une autre. Le club picard reste sur une série de 11 matchs sans victoire. Rendez-vous donc samedi à 20h au stade de la Licorne pour suivre cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Il est temps de passer à notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit d'Antea Sonio. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous appeler Madame Muse, puisque vous êtes la directrice de ce magnifique théâtre qui est sur le boulevard du Jardin Exotique, qui a été inauguré le 11 septembre 2012, il y a déjà 8 ans. Eh oui. Déjà 8 ans. Eh Ça passe vite Ça passe vite et pas trop en même temps, parce que vous savez, ici, c'est véritablement le théâtre des miracles. Ouais. Et tous les jours, il faut se débrouiller pour que ça marche, pour que les spectacles que nous recevons puissent d'abord se donner dans les meilleures conditions, parce que ça reste un tout petit théâtre, et les spectacles que nous recevons sont de grands spectacles. Des spectacles qui sont applaudis dans toute la France et qui ont un énorme succès, en particulier à Paris, au Festival d'Avignon. C'est un petit théâtre, mais on est là quand même. C'est pour ça qu'on est venu, parce qu'il y a un chiffre bien particulier, c'est 20 000. Vous avez atteint le chiffre de 20 000 spectateurs cette année. Ouais. C'est toujours crescendo depuis 8 ans? C'est toujours crescendo depuis 8 ans, oui. La première année, je me souviens, j'avais imaginé 19 spectacles, 19 représentations. Je crois que vous aviez dit 19 spectateurs, je me demande. Non, 19 représentations de plusieurs spectacles. Et pour finir, on avait fait 39 représentations dans l'année. Et déjà, ça m'avait semblé être quelque chose de dingue. Il faut dire qu'il fallait tout faire, il fallait vraiment construire tout de ce théâtre, son image, aller chercher les spectateurs véritablement là où ils étaient. On faisait presque du porte-à-porte pour dire, vous savez qu'il y a un théâtre qui a ouvert. Et puis voilà, d'année en année, on est arrivé à ce chiffre mirifique, extraordinaire, superbe, qui fait toute ma fierté, mais aussi la fierté de toute l'équipe, et j'espère du gouvernement aussi, 20 000 spectateurs. Quelle est l'âme de ce théâtre? Comment se fait-il justement que 20 000 spectateurs soient venus? Qu'est-ce que l'on peut dire du charme de ce théâtre? On le voit tout de suite, hein. Il est effectivement, comme vous l'avez dit, petit, mais il est magnifique. Il est unique au monde. Je pense déjà le fait qu'il y ait des pierres partout, c'est-à-dire autant sur la scène que dans l'espace réservé aux spectateurs, eh bien, ça nous donne vraiment l'impression d'être ensemble. C'est presque du théâtre de salon. Oui, parce qu'à la base, c'était un ancien four ou c'était une ancienne boulangerie? C'était quoi exactement? Je ne me rappelle plus. C'était un ancien fournil. C'est là où on faisait le pain. Et avant qu'on fasse le pain, c'était le four communal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'avaient pas de four chez elles, et elles devaient être bien nombreuses, venaient avec leur plat déjà tout préparé et on le mettait dans le four et elles donnaient le petit sou. Et pendant que le plat cuisait, eh bien évidemment, toutes ces dames se retrouvaient et parlaient, échangeaient des nouvelles des enfants, des petits, des grands. Donc ça a toujours été un lieu finalement d'échange. Et je pense que tout cela contribue aux ondes extrêmement positives que tout le monde ressent quand on vient ici.
Comment est-ce que l'on fait marcher ce théâtre? Comment est-ce qu'il peut marcher, sachant qu'effectivement, c'est un petit théâtre, qu'on ne peut pas faire venir 500 personnes? Comment, sans parler d'économie, mais comment un petit théâtre comme ça peut être rentable? L'économie, elle est très importante par rapport à tout ça. Alors déjà, de toute façon, hein, si le Théâtre des Muses n'était pas subventionné par l'État, même si c'est un théâtre privé, et donc nous aussi, nous apportons beaucoup, mais sans le soutien de l'État, bien évidemment, ça fait longtemps qu'on aurait baissé les bras, je serais morte épuisée. Parce qu'à l'époque, je faisais quasiment tout toute seule. Maintenant, on est 5 permanents pour recevoir donc 20 000 spectateurs, mais il y a aussi des cours de théâtre, des stages, toutes sortes de choses pour réunir la population, que ce soit celle de Monaco, mais aussi des communes avoisinantes, pour partager cette passion du théâtre. Oui, parce qu'il y a des pros donc, qui montent sur scène, mais il y a des amateurs, parce qu'il y a des cours, hein, vous l'avez évoqué. Oui, nous donnons beaucoup de cours de théâtre, et notamment, nous prenons les enfants donc tout petits, et nous arrivons à les amener jusqu'à un niveau qui est quand même suffisamment élevé. C'est la classe des inspirés, la troupe des inspirés plus particulièrement, où on les amène carrément en tournée, à gauche, à droite. Ils ont même joué cet été au Festival d'Avignon devant un public qui était vraiment autre que familial. Hein. Qui vient au Théâtre des Muses, c'est un public fidèle, c'est un public âgé, jeune. Il y a les deux parce qu'il y a plein de spectacles différents. Il y a des spectacles pour jeunes et je vous ai posé 10 questions en même temps là. Mais qui vient au Théâtre des Muses en règle générale? Eh bien, en fait, les premiers spectateurs peuvent avoir 1 an. Dans la saison, il y a toujours un spectacle pour les 1 an, un spectacle à partir de 2 ans. Captiver comme ça Oui, ce sont des spectacles qui sont bien évidemment faits pour captiver. Ce sont des spectacles courts. À partir de l'âge de 3-4 ans, on arrive à une durée de 45 minutes à peu près. Et puis, voilà, une très belle programmation enfants, 15 spectacles différents cette année. Et puis, 25 spectacles adultes différents. Et tout cela a généré en 2019, donc 20 000 spectateurs grâce à 240 représentations. Il faut vraiment réaliser que c'est énorme, c'est exceptionnel. Il y a des scènes nationales en France qui ne font pas de chiffres pareils. Alors, le Théâtre des Muses, ici, sur la Seine, boulevard du Jardin Exotique, mais vous exportez aussi? Bien sûr. Alors d'abord, je continue à jouer un peu partout mes spectacles en France, dès que je le peux, bien que l'activité ici est telle qu'en fait, je pars beaucoup moins qu'avant. Les spectacles des inspirés et aussi des spectacles qui sont produits donc par nos ateliers théâtre et que nous donnons dans les maisons de retraite de la Principauté. Et ça, c'est toujours des moments formidables, que ce soit au Centre Régnier 3, à Quétoudiné ou à la Fondation Hector Otto. Chaque fois qu'on peut y aller, c'est vraiment des moments merveilleux, très très touchants. Dernière question, les prochaines dates, qu'est-ce que l'on peut dire de la programmation à venir là? Alors, il y en a encore plein, actuellement, puisque ça passe ce soir, nous donnons Amour, Swing et Beauté, un spectacle des swing cocktails que je vous recommande. Et le spectacle a tellement de succès qu'on fait une représentation supplémentaire à 14h30 dimanche. Et puis la semaine prochaine, eh bien, j'aurai le bonheur de donner une confidence théâtralisée. C'est un peu plus qu'une conférence sur Sacha Guitry, parce que voilà, Sacha Guitry est vraiment un auteur que j'adore et avec lequel j'entretiens une relation très particulière depuis très très longtemps. Et la programmation, on peut la retrouver sur le site internet, bien évidemment. www.theatredesmuses.com. Oui. Après les vacances, alors là, il y a tout un florilège de spectacles pour fêter la femme. On commence avec Frida Kahlo, une merveille de spectacle. Et puis tout de suite après, un spectacle signé Noémie Delattre, qui est un stand-up, une folie totale. Ça s'appelle Féministe pour hommes. Voilà, c'est une sorte de cabaret. On apprend beaucoup de choses sur les femmes et sur les hommes. Et c'est du féminisme en talons aiguilles et porte-jartel. Voilà, vous avez la programmation sur le site. Antea Sonio, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.
Samedi, le temps sera maussade, surtout le matin, avec pas mal de nuages qui laissent place à des éclaircies dans l'après-midi. Il fera de 5 à 10 degrés. Dimanche, ce sera l'inverse, des éclaircies le matin et plus de nuages dans l'après-midi, comptez de 4 à 10 degrés. Le début de semaine prochaine sera plus clément, surtout mardi, avec une belle journée ensoleillée et les températures seront toujours au-dessus des normales de saison. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je voulais saluer très chaleureusement nos collègues Charlie Gallo et Jean-Pierre Doria qui viennent de prendre leur retraite. Mais quelle idée. Vous allez sérieusement en tout cas nous manquer. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.